Salut à toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer ce qu'est la DeFi ou la finance décentralisée. Pour commencer, je suis certain que tu as déjà entendu parler de la finance centralisée. C'est la finance que l'on connaît tous, celle contrôlée par une autorité centrale qui va gérer les flux d'argent. On ne le sait pas toujours, mais ce sont bien les gouvernements et les banques centrales qui vont contrôler ton argent. Ils peuvent à la fois imprimer plus d'argent s'ils le veulent, et ils peuvent bien entendu t'empêcher d'emprunter de l'argent s'ils le veulent. Ils peuvent aussi t'empêcher d'avoir un compte bancaire. En d'autres termes, ils contrôlent ton argent. Tu leur déposes ton argent tout simplement parce que c'est l'unique autorité de confiance. Tu dois donc leur faire confiance car tu n'as pas d'autre choix. Dans l'hypothèse également où tu crées un petit business, eh bien sache que même si ton business est prospère et que tu gagnes de l'argent, si la banque ne souhaite pas t'accompagner dans ce projet et ainsi que tu puisses déposer ton argent facilement, tu vas être très rapidement limité car tu ne pourras pas investir ou tout simplement épargner ton argent durement gagné. Un dernier élément sur les financements traditionnels, c'est qu'ils sont très coûteux. Tous les instruments financiers que tu vas contracter avec ta banque, tels une carte de crédit ou encore divers prêts d'argent, vont te coûter de l'argent et des frais. Cela peut te coûter jusqu'à une moyenne de 25% de ton salaire. Pour autant, tu vas quand même souscrire ces offres puisque tu n'as pas d'autre choix et tu vas donc payer des frais, parfois même sans t'en rendre compte. L'autre alternative maintenant est la finance décentralisée, qu'on appelle aussi DeFi, là où il n'y a plus de banque. À la place, on va retrouver un programme, ou plutôt un code source, qui agit et qui fonctionne comme une banque. Ce programme est ouvert à tout le monde, autonome, et n'a pas besoin donc d'avoir un tiers de confiance. Ce code qu'on appelle aussi blockchain, d'ailleurs je t'invite à consulter ma vidéo sur la blockchain si tu ne sais pas ce que c'est en cliquant sur le petit i qui apparaît maintenant. Ce code est donc consultable et vérifiable par tous et également résistant à la censure. Enfin, il est clairement bien moins cher que la finance traditionnelle centralisée. La finance décentralisée est construite sur 3 éléments principaux: la cryptographie, la technologie blockchain et enfin les contrats intelligents. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à consulter la prochaine vidéo qui va sortir sur ce sujet. Sur cette chaîne, qui parle de mindset, d'investissement et d'indépendance financière, j'essaye de vulgariser un sujet passionnant qui est la crypto-monnaie et la blockchain, par le biais d'histoires, d'exemples et d'analogies que tout le monde peut comprendre. Trêve de bavardage, dans cette vidéo, si on part du principe que tu comprends ce qu'est la cryptographie, la blockchain et les smart contracts, on va aller plus loin dans les explications. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec les 4 piliers de la finance décentralisée. Numéro 1, les stablecoins. Un premier élément important à comprendre est de savoir comment est géré le pont entre la finance décentralisée et la finance centralisée. Il existe pour cela des coins appelés stablecoins, comme par exemple DAI, Tether ou encore USDC. Ce sont tous les 3 des cryptocoins liés directement au dollar américain. Dans le monde réel, lorsque tu achètes une pièce pour $1, alors une nouvelle pièce de monnaie américaine est frappée. Et lorsque tu retires cette pièce, eh bien, cette dernière est alors brûlée. Si on agrège maintenant ce principe simple d'achat-revente du monde réel à la crypto-monnaie, voyons comment cela se passerait. Prenons l'exemple d'un Ethereum. J'achète un Ethereum au prix de $500. Cet Ethereum vaut maintenant $1000. Donc je veux le vendre car je pense que le prix est élevé. Je veux ainsi récupérer mes bénéfices. J'ai donc l'obligation de vendre mon Ether sur un marché centralisé ou un exchange centralisé comme Coinbase ou Binance. En échange de cet Ethereum, je vais recevoir des dollars américains. Tout d'abord, je vais payer des frais liés directement à la transaction, puis je vais devoir donner une commission à l'exchange. Enfin, à partir du moment où je vais avoir des dollars américains, je vais devoir payer de l'impôt sur ces gains. Donc sache que même si toi tu ne les déclares pas officiellement, les exchanges centralisés tels que Coinbase, Gemini ou encore Binance vont eux indiquer tes gains auprès des services des finances publiques que l'on chérit tous. À ce moment-là, tu disposeras donc de ton argent sur ton compte en banque. Un mois plus tard, je vois que l'Ethereum tombe à $250. Je veux donc en acheter. Depuis ma banque, je vais donc redéposer $1000 sur un exchange centralisé tel que Coinbase. Je vais donc attendre quelques jours le temps que ma transaction soit exécutée et que l'exchange prenne une commission sur cette transaction. Une fois que j'ai obtenu mes Ethers, je les conserve un mois et là je me rends compte que l'Ethereum vaut $500. Je vais donc, comme tu l'as compris,
avoir de nouveau des frais de transaction et de commission de la part de l'exchange. Partons maintenant du principe que l'on va plutôt opter pour un stablecoin type USDC. Je vais donc acheter un Ethereum à 500 $, puis ce dernier passe à 1000 $. Plutôt que de passer par tous ces exchanges et transactions différentes, je vais directement échanger mon Ethereum contre de l'USDC. J'ai donc récupéré 1000 USDC sur ma plateforme d'exchange. Je vois alors qu'un mois plus tard, l'Ethereum est passé à 250 $. Je rachète donc pour 1000 USDC d'Ethereum. Un mois s'écoule et l'Ethereum est à nouveau à 500 $. Je décide donc de le vendre et ai fait une plus-value de près de 2000 $ avec des frais inférieurs à 1% puisque je suis passé directement par une plateforme décentralisée avec des frais minimes. L'autre point très positif est que l'USDC est très sécurisé puisque comme on l'a vu c'est juste un code ou un programme contrairement à un exchange centralisé qui peut avoir de nombreuses failles. Pour conclure, l'intérêt de ces stablecoins va résider dans le fait de pouvoir être dans la cryptosphère sans utiliser de banque gouvernementale. Un autre point à souligner est que l'on prend souvent pour argent comptant les limitations que fournissent les banques. Par exemple, en France, chaque transaction de plus de 1500 € doit être approuvée et validée par la banque. En comparaison, c'est 10 000 $ pour les États-Unis. Si on compare ça une nouvelle fois à une stablecoin telle que l'USDC, eh bien, on pourrait réaliser une transaction de près de 10 millions de dollars sans que personne ne bouge le petit doigt. Et en plus de ça, on aurait à payer une commission de seulement 5 $. Le second pilier que je souhaite évoquer concerne le prêt et l'emprunt. En fait, sache qu'une énorme partie de notre situation actuelle dans le monde est basée sur le prêt et l'emprunt d'argent. Il est donc normal que la blockchain puisse le réaliser, mais de manière beaucoup plus efficiente. Dans la société, une des raisons pour lesquelles nous pouvons prêter et emprunter de manière fiable auprès des banques est l'engagement contractuel ou par le biais d'un gage afin que la banque s'assure que nous puissions rembourser la totalité du prêt. En d'autres termes, si tu ne payes pas, la banque peut venir te chercher, t'obliger à payer ou alors te mettre en prison. Avec la cryptographie et la blockchain, on ne peut pas vraiment attaquer sur ce terrain, puisque les crypto-monnaies garantissent de base l'anonymat des utilisateurs. Donc, nous devons trouver une solution à ce problème. C'est pour résoudre cela que les contrats intelligents ou smart contracts ont été inventés. Grâce aux smart contracts, on va pouvoir en fait permettre à d'autres personnes d'utiliser nos fonds tout en gardant la main mise dessus. Je vais illustrer tout ça par un petit exemple. Dans cet exemple, la personne A veut gagner des intérêts sur ses coins et la personne B veut emprunter des coins. Donc la personne A va se rendre sur une plateforme telle que Compound ou AAV si tu connais, qui sont des plateformes qui vont permettre d'emprunter des crypto-monnaies ou de prêter des crypto-monnaies et cette dernière va déposer des coins dans un contrat intelligent. Un contrat intelligent, c'est juste du code qui exécute une fonction particulière. La fonction va consister à représenter la pièce d'origine déposée par la personne A, qu'on appellera coin A, plus les intérêts qui ont été générés, et transformer ces jetons en un jeton C. Le contrat intelligent permet de créer tout ce processus sans qu'il n'y ait aucun être humain qui doit faire le calcul ou qui doit réaliser la transaction. Tout est automatisé par le code. On résout donc à ce niveau le cas où la personne qui veut gagner des intérêts en prêtant de manière traditionnelle. Quant à la personne B, dans la finance traditionnelle, elle doit souvent déposer un apport en plus de la somme empruntée. Par exemple, si tu veux emprunter 100 $, eh bien la banque calculera 120 $ dans le cas où tu ne rembourserais pas le prêt. Comme on l'a vu, dans le cas de la finance décentralisée, le contrat intelligent est créé de façon à ce qu'il n'y ait plus d'être humain qui doit faire le calcul et valider la transaction. Tout est automatisé par le code. C'est ce qui résout à la fois le problème de la personne A qui veut gagner des intérêts en prêtant de manière traditionnelle et également la partie emprunt de la personne B qui doit la plupart du temps mettre sur gage ou sur hypothèque pour pouvoir emprunter. Pour mieux illustrer mon propos, prenons un exemple concret. J'ai un très bon ami à moi qui a voyagé à Londres depuis la France. Bien sûr, à Londres,
la monnaie standard est la livre sterling, alors qu'ici en France, c'est l'euro. Donc naturellement, il a dû se rendre dans un bureau de change afin d'échanger ses euros contre de la livre sterling. Sache que dans ce type de bureau de change, les frais sont anormalement élevés, puisque ces personnes qui ont finalement un rôle d'intermédiaire vont récupérer une partie de l'argent de la transaction. D'ailleurs, ils profitent bien souvent de la méconnaissance des touristes qui ont un besoin de cash rapide. Bien souvent, les frais associés sont de l'ordre de 15%. Donc à partir du moment où tu vas réaliser une transaction, c'est directement moins 15% sur cette transaction. Dans le cas de la décentralisation, au lieu que ce soit une bourse de change qui valide la transaction, eh bien nous avons un échange décentralisé où tu peux échanger ton argent contre d'autres jetons et les frais sont généralement très faibles, soit souvent inférieurs à 0,5%, ce qui est un énorme avantage pour tous ceux et celles qui régulièrement veulent échanger des actifs financiers. Les exchanges décentralisés fonctionnent de manière à ce que les investisseurs mettent en commun leur argent qui sera ensuite tradé. L'ensemble de ces trades vont générer des frais associés et ainsi, comme je l'ai expliqué, les frais vont être reversés aux investisseurs. Tout est écrit dans le code et rien ni personne ne peut le changer. Pas même le gouvernement qui pourrait modifier le prix des frais ou le pourcentage des intérêts. Les exchanges décentralisés ouvrent donc le monde à une toute nouvelle variété de jetons. Par exemple, Coinbase, le premier exchange centralisé à devenir public, ne permet que d'acheter environ une quarantaine de crypto-monnaies. Bien sûr, ce chiffre peut évoluer dans le temps. Toutes ces crypto-monnaies sont en revanche régulées par le gouvernement et doivent donc se conformer à certaines réglementations. Chaque crypto est donc scrupuleusement analysée. Si on compare cela avec un exchange décentralisé tel que Uniswap, il a littéralement des centaines, voire des milliers de cryptos différentes. Là, on parle bien de parties totalement décentralisées, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de dollars enfermés dans des pools de liquidités que les traders peuvent échanger et trader. Personne ne peut contrôler ces milliards de dollars. En fait, ils ne font que suivre un programme qu'un individu ou un groupe d'individus a écrit. Seuls les investisseurs peuvent être ceux qui retirent leur argent de la cagnotte. Mais s'ils le faisaient, les taux d'emprunt augmenteraient et donc de nouveaux investisseurs arriveraient sur le marché. Le code qui préétablit tout cela ne peut en aucun cas être changé. C'est ce qu'on appelle la notion d'être immuable dans le jargon cryptographique. C'est-à-dire que le code est la loi. Le gouvernement ne le contrôle en aucun cas. Comme expliqué, Uniswap est l'un des principaux exchanges décentralisés. Il est basé sur le réseau Ethereum. Le pilier numéro 4 concerne l'assurance et il est plutôt facile à expliquer. Par exemple, avec une assurance auto, tu payes 100 $ par mois pour protéger ta voiture. Un jour, il t'arrive un accident involontaire, ta voiture est totalement détruite. L'assurance te paye donc ce que valait le prix de ta voiture au moment de l'accident. Aussi, pour déterminer le prix de ton assurance chaque mois, les assurances utilisent des statistiques pour prédire combien de leurs conducteurs auront des accidents, pour déterminer quelle somme globale ils devraient payer et ainsi évaluer le montant de la prime mensuelle qu'ils devraient rembourser leur assuré. Eh bien, tout ce processus d'analyse pourrait être rassemblé dans un unique code sous la forme d'un contrat intelligent. Voyons voir un deuxième exemple. Disons qu'un agriculteur veut acheter une assurance pour ses récoltes, dans le cas où ses cultures meurent ou disparaissent. Il aura donc toujours un revenu en cas de problème et peut donc prendre le risque de se lancer dans ce projet. Maintenant, si on réfléchit à sa problématique sous la forme d'un contrat intelligent, on pourrait écrire un morceau de code sur le réseau Ethereum qui dirait que s'il y a des jours cet été qui sont supérieurs à 45 degrés Celsius, durant 4 jours d'affilée, eh bien cet agriculteur se verrait réattribuer 50 000 $. En revanche, pour souscrire à cette assurance, il doit avancer 2 000 $. Pour s'assurer que ces conditions soient bien remplies au sein de l'assurance intelligente afin de pouvoir payer l'agriculteur, finalement juste un code, nous devons connecter le monde réel au monde de la blockchain. Et pour cela, on va utiliser un oracle, qui est un pont entre le monde réel et le monde cryptographique et qui est une source de confiance. Dans notre cas, cet oracle va être en mesure d'analyser la température dans la ville où habite cet agriculteur et ainsi s'assurer qu'il n'y a pas de fraude.
Le contrat intelligent peut ainsi utiliser de manière fiable cette source de données et décider si les conditions d'assurance sont remplies ou non pour attribuer les 50 000 $ de dédommagement. On arrive à la fin de cette vidéo sur la DeFi. J'espère que tu as apprécié ce contenu car nous avons vu un large éventail de toutes les possibilités qu'apporte cette DeFi. Nous allons également faire d'autres nouvelles vidéos portant sur des sujets bien particuliers dans ce domaine. N'hésite donc pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de mes derniers contenus. Allez, ciao!